plutôt à Toulouse sur mes casquettes professionnelles actuelles ou précédentes. J'ai travaillé pendant quelques années à TBS, l'école de commerce, et depuis 2011 à TSE, l'école d'économie, où je m'occupe de plein de choses intéressantes, notamment la levée de fonds, le développement, la stratégie. Et parallèlement, j'ai un vécu d'entrepreneur social, on va dire ça comme ça, très engagé dans l'ESS depuis très longtemps, notamment dans le médico-social. Mon directeur est là, Thierry. Donc, je préside depuis 20 ans une structure dans le médico-social qui a 400 et quelques salariés aujourd'hui, qui intervient sur la Haute-Garonne. Et donc, ces questions de l'organisation de l'ESS, des structures, comme on dit en bon français, non-profit, non lucratives, m'a toujours intéressé parce que j'ai toujours constaté qu'il y avait un décalage culturel entre ce qui était attendu de ces structures-là, qui est quand même de travailler la pérennité, du modèle et de l'action, et parfois une philosophie un peu naïve, pensant que justement dans ce secteur-là, il ne faut pas employer ou mettre en œuvre des méthodologies issues d'entreprise. Moi, j'ai toujours essayé de dépasser ce clivage-là et de démontrer qu'on peut garder ces valeurs, et il faut les garder parce que je pense qu'on est dans un monde qui a besoin de valeurs, mais pour autant, il y a des techniques qui ont fait leurs preuves de gestion, de management, de gestion économique, et qu'il faut savoir les appliquer à ce monde-là, parce que ce que je dis souvent à mes collaborateurs, notamment à Thierry, mon directeur général, c'est que du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas grande différence entre une entreprise classique et une association. La seule différence, c'est que ce qui reste en bas du compte de résultat au 31 décembre, dans l'association, on l'intègre au capital. Dans l'entreprise, on peut se poser la question de savoir si on la distribue ou pas. Mais il faut l'avoir créé. On doit créer de la valeur aussi sociale, économique, humaine dans une structure associative. Donc j'essaye, à travers ma structure avec un consultant, de transférer ces convictions, cette expertise auprès de structures qui sont dans le secteur du non-profit. Ça peut être l'enseignement supérieur, le médico-social ou autre, ou le culturel. Et je suis actif dans pas mal de structures de ce point de vue-là. Et donc l'histoire avec le CK est effectivement ancienne, puisque j'ai eu co-animé des cycles avec le CK sur Bordeaux, sur Toulouse, à l'époque, avec le Conseil régional Aquitaine, avec la Chambre des métiers régionale, pour essayer là aussi de faire passer des messages auprès des artisans. Et donc aujourd'hui, on est là pour faire exister ce cycle-là. Donc on va tout de suite passer à notre avant-dernière partie, donc avec Vincent. L'idée, Vincent, c'est, tout le monde vous connaît, que ceux qui ne le connaissent pas sortent dessus. Mais quand même, c'est pas le cas. Bonne journée. Et donc on parlait en plus de Bordeaux et de Toulouse. Donc moi je suis né à Bordeaux, je m'en excuse pas, je suis très fier. Il y a aussi du rugby à Bordeaux, il paraît. Donc je ne débrouille pas trop mal. Mais c'est récent. Il y a un passé glorieux, mais c'est récent. Mais je rappelle quand même que c'est grâce à un président toulousain et un entraîneur toulousain. Je dis ça, je dis rien. Bon, donc Vincent, 3 Coupes d'Europe quand même, 3 titres de champion de France, 3 tournois de destination dans 2 grands chelems, un titre de vice-champion du monde. Ça c'est pour la partie footballistique que tout le monde connaît. Mais aussi, ce qui impressionne chez vous, j'ai eu l'occasion de vous écouter plusieurs fois, c'est la capacité que vous avez eue à rebondir. Alors, à votre aile, avec le ballon, vous rebondissiez parfois sur les défenseurs pas assez courageux, que vous dépassiez, mais que vous avez su rebondir et réinventer même vos transformations. Et vous n'avez pas fait le classique ancien rugbyman qui ouvre sa brasserie pour que ses potes puissent faire un troisième mi-temps. Vous allez au-delà, vous avez travaillé dans différents secteurs, dans l'événementiel, dans l'accompagnement sportif, c'est toujours le cas, et on vous a encore entendu ce week-end, et vous étiez député comme nous sur France Télévisions, donc pour commenter notamment les matchs de tournoi, et plus récemment dans la restauration, alors forcément rapide, hein, quand on a été lié, elle est forcément rapide. Donc vous avez été pris d'affection par M. Regla, qui était alors j'allais dire le king du McDo, mais ça se dit pas parce qu'il a pas de marque, le roi du McDo à Toulouse, qui a préparé sa reconversion à lui, sa retraite, et donc qui a cherché des partenaires, dont vous, pour reprendre progressivement ces magasins. Donc aujourd'hui, vous avez eu donc le premier point de vente qui était à Compense, et vous venez d'ouvrir un autre, Place Saint-Pierre, comme par hasard, là où il se passe quand même pas mal de difficultés au stade, et en face de chez Tonton. Donc aujourd'hui, un entrepreneur qui en plus, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, réfléchit à ce qu'il fait. C'est pas pour vous flatter, mais il y a une prise de recul. Moi, je vous ai entendu tout à l'heure, je vous le disais, chez EY, par exemple, ou dans d'autres occasions, où ce qui est frappant chez vous aussi, c'est que vous avez fait tout ça, déjà pas mal, mais en plus, vous savez ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, et vous savez en parler. C'est ce qu'on va essayer
on va essayer de profiter de ça aujourd'hui avec vous, parce que c'est assez unique et que forcément, il y a une expérience assez particulière. Donc voilà un petit peu pour le pitch de présentation. Au passage, on va parler aussi évidemment de ce qu'on va faire dans ce cycle et vous faire réagir par rapport à ça. Donc quelques questions que j'ai préparées. On a parlé de Sandrine Roudot tout à l'heure, qui va nous parler donc de moteur de changement et d'innovation sociale. L'innovation, j'imagine, quand on a une carrière comme la vôtre, ça a été quelque chose, même si vous n'avez pas forcément à l'époque dit je vais être innovant, mais vous avez dû innover dans votre pratique rugbyistique à l'époque, au sein du stade, dans votre pratique managériale. Pour vous, quand on parle d'innovation aujourd'hui, ça réveille quel souvenir, ou quelle pratique, ou quelle envie? Alors, bonjour à ceux que j'ai pas vus. Effectivement, l'innovation, moi, telle que je la voyais en tant que joueur à l'époque, c'était plutôt de l'agilité et de l'évolution. Par rapport au lien avec le CK, et c'est pour ça que j'ai apprécié l'université d'été et aujourd'hui que je suis là, c'est comment on s'inspire des autres pour progresser dans son domaine. Moi, c'est vrai que pendant ma carrière, alors j'ai eu la chance de jouer longtemps au Stade Toulousain avec un manager qui s'appelle Guy Novès et qui était déjà précurseur là-dedans. Donc rapidement, je me suis rendu compte que le rugby en lui-même, la formation que j'avais pu connaître, elle était super, mais il me fallait autre chose pour progresser. C'est comme ça qu'on s'est intéressé d'abord à d'autres pratiques sportives, qui étaient l'athlétisme, qui ont été le ski pour différentes raisons. Moi, je suis parti faire des entraînements avec le football américain aux États-Unis à un moment donné pour m'inspirer un peu d'autres techniques, parce que je sentais que c'était progresser. C'était progresser aussi par rapport à mon âge, parce que quand on arrive à 20 ans au Stade Toulousain, on arrive avec certaines qualités, avec beaucoup d'insouciance et d'enthousiasme, mais après, si on veut durer, il faut progresser. Et donc, c'est comment on accepte de réapprendre des choses, des fois de régresser, et en fait, pour réapprendre et pour réévoluer. Donc, il y a tout cet aspect que j'ai découvert au Stade Toulousain, individuel et collectif, de se dire comment on progresse tout le temps en fait. Comment le rugby de demain, comment la victoire elle continuera demain, parce qu'on continue à innover et à être agile parce que forcément quand on a la chance d'être leader dans un secteur ou leader dans un championnat, ben, tout le monde travaille fort pour nous rattraper, pour nous dépasser, comme les Bordelais à l'heure actuelle qui font très bien et qui s'inspirent de beaucoup de méthodes toulousaines, mais c'est comment demain Toulouse va trouver des nouvelles méthodes pour réavancer et pour rester devant. Donc en fait, moi, l'innovation et l'agilité, et aujourd'hui, ce que j'essaye de mettre en pratique en tant que chef d'entreprise, c'est comment demain, je vais essayer de mettre des choses en place qui vont peut-être être déstabilisantes pour mes équipes ou pour moi pendant un temps, et qui vont peut-être me faire régresser un temps, mais pour après réaccélérer derrière. Parce que j'ai découvert et j'ai appris avec ma vie de sportif que quand on change, quand on est rattrapé ou quand on est en échec, ben on arrive à reprendre la route et à regagner. Sauf que l'inertie elle est beaucoup plus grande en fait. Quand on se pose la question et que c'est déjà trop tard parce qu'on a déjà été rattrapé ou qu'on a subi un échec, le temps de comprendre, le temps d'analyser, le temps de transmettre une nouvelle méthode, et ben ça prend beaucoup plus de temps que si on a essayé de le faire avant. Donc c'est vrai que aujourd'hui, moi je l'ai vécu dans le sport et j'ai eu beaucoup de managers et de directeurs sportifs différents, certains que j'ai adorés, certains que j'ai détestés. Chacun avait des méthodes. Non mais aujourd'hui ils vont tous apporter quelque chose dans des choses dans lesquelles je veux pas reproduire, mais ils avaient des choses intéressantes aussi. Donc moi ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est vrai que vous l'avez dit, je suis dans la restauration rapide, qui est pas de la restauration à proprement dit, qui est plutôt du management en fait. Et c'est effectivement, on en parlait, c'est comment on décèle des talents, comment on accompagne, comment on apprend quelque chose à quelqu'un, même s'il n'est pas voué à rester longtemps dans l'entreprise. C'est comment on apporte quelque chose à quelqu'un pour la suite. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de mettre en place, en tout cas, c'est synthétiser ce que j'ai vécu pendant 17 ans et essayer de le reproduire. Alors, ce qu'il a fallu que j'apprenne, c'est la temporalité. C'est qu'aujourd'hui, on n'avance pas dans l'entreprise et dans sa entreprise comme dans le monde du sport, puisque des sportifs de haut niveau, ils ont quand même une qualité, c'est qu'ils sont plutôt à l'écoute et qu'ils apprennent très vite, qu'ils sont capables de rapidement pas reproduire les erreurs. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, selon les profils qu'on a,
il faut accepter que ça prenne un peu plus de temps et de s'adresser à des profils qui sont différents et qui vont avoir des leviers d'apprentissage qui sont différents les uns des autres. Ce qui est moins le cas dans le sport de haut niveau. Avec Étienne Klein, on va parler dans le cycle qu'il va animer d'incertitude. Une des choses qui a été la marque de fabrique pendant longtemps et qu'encore aujourd'hui du Stade Toulousain et de votre jeu en particulier, c'était cette notion d'incertitude, le sentiment qu'on pouvait à tout moment surprendre l'adversaire et peut-être parfois surprendre même ses coéquipiers. Et par ailleurs, et on l'a dit tout à l'heure sur l'innovation, à la fois avoir préparé les choses. Donc comment on arrive, quel est le secret du stade ou de votre pratique pour arriver à combiner je suis hyper préparé et je suis aussi hyper préparé à faire entre guillemets n'importe quoi quand il faut le faire, donc de sortir du cadre tout en étant dans un cadre défini. Enfin, comment on joue cette alternative, cette alternance-là? Il y a plusieurs choses, et puis on en parlait avec certains d'entre vous ce matin. Il y a comment on exploite le talent individuel et les qualités individuelles dans une équipe, tant quand on veut rentrer quand même dans un cadre. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'abord une notion de recrutement. C'est comment on recrute. C'est est-ce qu'on recrute par le talent, est-ce qu'on recrute par le potentiel, on recrute par les valeurs. Moi, avec le recul et de ce que j'ai vécu, j'ai plus vu des grandes équipes recruter d'abord sur le potentiel et les valeurs avant le talent. Parce que si le talent vient en premier et que ça colle pas sur le reste, généralement ça s'intègre mal, ou ça s'intègre pas du tout, ou c'est beaucoup plus rare en tout cas. Et donc du coup, en fait, c'est de se dire, la personne, elle vient parce qu'elle a envie de rentrer dans une entreprise ou dans un groupe, parce qu'elle colle, elle adhère aux valeurs, elle adhère au discours, qu'elle a du potentiel, et que si elle n'est pas formée totalement, c'est pas grave, parce qu'elle a le potentiel de grandir, et je trouve que c'est quand même plus enrichissant de grandir dans une équipe que d'arriver complètement formé, et puis finalement de stagner un petit peu. Et puis, c'est de se dire, ok, comment je vais pouvoir m'exprimer à un moment donné dans ce groupe qui a énormément de talent, qui a un vécu de 30, 40, 50 ans de victoire. Et en fait, c'est le travail. Donc, en fait, l'incertitude, l'adaptation, le jeu dans le désordre, en fait, c'est que du travail. Et après, c'est que de l'adaptation situationnelle à un moment donné. Et la force du Stade Toulousain, aujourd'hui, c'est de se dire à un moment donné, quand quelqu'un fait un choix, qui n'est pas forcément le bon. C'est comment tout le monde va derrière aller dans son sens, parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on se fait confiance, et ça peut se transformer en une bonne solution. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas. Et après, on pourra analyser que c'était le mauvais choix, etc. Et on essaye tous de grandir aussi pas par les échecs, parce que le mot échec, finalement, il a très peu de raisons d'être dans l'entreprise, dans le sport. En y réfléchissant avec d'autres après ma carrière, on a plutôt parlé d'expérience apprenante. Et un échec, c'est vraiment quand on n'a pas mis les choses en œuvre pour réussir et qu'on ne peut rien apprendre. On a mal préparé le match, on a mal dormi, on s'est mal entraîné, etc. Donc, qu'est-ce qu'on en retire? C'est qu'on n'a pas fait les choses pour gagner. Quand on a tout fait et qu'on a fait des choix et qu'on s'est trompé, généralement, on progresse. Donc, c'est dans le collectif. Sur samedi, par exemple. Sur samedi, par exemple, on a retrouvé un peu du jeu du Stade Toulousain, mais qui n'est pas le jeu d'équipe de France. Donc, on a retrouvé de l'inspiration. Mais sauf qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a pas fonctionné. Alors, en plus du. Il y avait quoi sur le ballon? Beaucoup d'eau. Mais il y avait beaucoup d'eau le match d'avant contre le Pays de Galles. Donc, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que dans la préparation du match, je pense qu'on avait un peu moins peur aussi, parce que les Anglais, inconsciemment, on les bat depuis quelques années, qu'en Coupe d'Europe, récemment, on leur est passé dessus 40 points, que rapidement dans le match, on a franchi plusieurs fois, et ça paraissait facile, hein, on aurait pu marquer 4 essais, et je pense que ça aurait pu se reproduire. Sauf qu'à un moment donné, il y a cette confiance qui a fait que on a manqué à la fois de maîtrise, parce que voilà, le ballon, quand il glisse, et que des fois, il y avait des joueurs qui revenaient de blessures, qui étaient peut-être moins alertes que d'habitude. Et en fait, cet excès de confiance, inconscient, s'est transformé. Alors, il y a deux choses, c'est que ça a renforcé les Anglais, c'est-à-dire que les Anglais aujourd'hui sont moins bons que nous, c'est clair, et on l'a vu sur le match. Sauf qu'ils avaient qu'une chance de gagner, c'est s'accrocher à un espoir qui pouvait créer un exploit ce jour-là. Et en fait, ça a renforcé le fait de se dire, ok, en fait, c'est le jour, parce que les Français ils font plein en avant, parce que nous on marque tout ce qu'on peut marquer. Et malgré tout, ils gagnent à la dernière seconde. Donc, c'est un concours de circonstances. Donc, cette équipe de France, elle a fait plein d'erreurs. On l'a vu, le coaching n'a pas été très bon, à mon avis. Il y a des erreurs sur ce match.
malgré tout, ça arrive. On est mal habitué aussi. Oui, et ça faisait, ils ont perdu 2 matchs en 3 tournois. Donc, évidemment, il y a aussi cette notion de, on dramatise quelque chose qui a pas lieu d'être. C'est que ça arrive, et on a fait des en avant, il y a des choses à en retirer. Mais voilà, moi, à mon avis, le coaching est quelque chose il y a une vraie question à se poser là-dessus, sur ce match-là. Mais en tout cas, on voit quand même, dans cette équipe de France, des talents individuels ou au Stade Toulousain vraiment s'exprimer et être libre de s'exprimer. Mais ils sont dans un cadre, ils sont dans une stratégie de groupe, ils sont dans une stratégie collective et la prise d'initiative individuelle, elle n'est pas liée à j'ai envie de me montrer. Elle a envie à cette liberté de dire que mon action individuelle dans le collectif, elle peut apporter quelque chose parce que je me sens en confiance, mais malgré tout, je le fais pour le collectif. Et ça, on le cultive dans la semaine. Ça, on le cultive. Guy ou Hugo cultive ça dans la semaine pour que le dimanche ou le samedi, les joueurs se lâchent. Ça, on le cultive parce qu'en fait, d'abord, on travaille collectivement, on travaille un sens, une stratégie, une dynamique de groupe. C'est OK. Qu'est-ce qu'on fait quand le ballon il est ici? Qu'est-ce qu'on fait quand le ballon il est tombé? Qu'est-ce qu'on fait quand le ballon il est lent? Qu'est-ce qu'on fait quand le ballon il est rapide, etc., etc. Quand le ballon il est arrêté. Donc en fait, c'est d'abord beaucoup de travail. Et après, c'est beaucoup de travail aussi dans le désordre et de correction en live. C'est à force, et quand on parle du management de proximité et d'être plusieurs sur le terrain, aujourd'hui, il y a Hugo Mola, mais il y a Laurent Tuéry, Jean Bouillou, où il y a Clément Poitronneau. Il y a beaucoup de monde, en fait, qui, sur l'instant T, fait de la correction. Je pense que le correctif à l'instant T, c'est important. Et en fait, les joueurs, ils sont en constant apprentissage. Et ils vont dire, OK, là, j'en ai fait un peu trop. Là, j'aurais pu me permettre de. Et cet apprentissage au quotidien, la transmission, parce que je crois qu'il y a beaucoup aussi dans les entreprises une notion de transmission. C'est qu'un jeune qui arrive, il va aussi beaucoup échanger avec les plus anciens et il va comprendre avant de faire. Et que des fois, il va éviter des erreurs parce qu'il a échangé sur, OK, ben moi, de mon expérience, quand je suis arrivé, voilà, j'ai voulu tellement prouver qu'à un moment donné, je me suis perdu, j'en ai trop fait et j'étais trop individuel. Moi je l'ai vécu aussi quand je suis arrivé, c'est-à-dire que j'étais plutôt un bon finisseur, un ailier. J'ai marqué beaucoup d'essais rapidement, on a été champion d'Europe la première année, j'avais fait tous les matchs en équipe de France, je pensais que j'allais à la Coupe du Monde, résultat, pas sélectionné. Mes coachs, ils m'ont pas dit, ah putain, tu méritais, etc. Ils m'ont dit, mais est-ce que vraiment t'es irréprochable? Est-ce que t'es indiscutable sur le terrain? Non, peut-être que tu méritais. Et c'est pas le débat, en fait. Le débat, sûrement que tu méritais. Mais le débat aussi, c'est dire que t'es pas au maximum de potentiel. Et pourquoi? Parce que, à des moments, t'es trop individualiste. Et que tu performes, mais t'es pas au service du collectif. Donc, comment tu vas, demain, si tu veux être en équipe de France, demain, si tu veux rester longtemps en équipe de France, comment tu vas transformer ton jeu au service du collectif sans pour autant perdre ta performance individuelle et tes initiatives et ce que tu peux apporter au groupe avec ta personnalité. Donc, il a fallu que je retravaille ça. Et ça a été très important. Qu'on me console pas, qu'on me dise, mais attends, en fait, OK, t'as plein de qualités, sauf que la vérité, c'est que si tu veux te rendre indiscutable, il va falloir que tu progresses sur ça. Et en fait, je crois que c'est trouver dans une entreprise quels sont les leviers pour faire progresser les gens individuellement au service de l'équipe. On parlait tout à l'heure, quand j'ai fait une petite présentation sur le modèle différent théorique entre l'économie sociale, le non-profit et l'entreprise privée. Dans le rugby, on a connu cette mutation-là aussi. On a aujourd'hui une arrivée massive en France d'investisseurs, de grands mécènes, Altrad, Lorenzetti, Bugelal à l'époque, etc., Wild aujourd'hui à Paris, qui ont fondamentalement, nous semble-t-il, modifié les règles de fonctionnement. On voit aujourd'hui, au Racing par exemple, dans quasiment la même semaine, on vire un talonneur en cours d'année, peut-être qu'il a mérité, mais on le vire en cours d'année, et on vire l'entraîneur en cours d'année. Ça se voyait pas il y a quelques années. Quelle est votre réflexion à vous? Vous avez connu le début ou une phase du professionnalisme qui était certes du professionnalisme, mais encore des clubs de ville avec des passionnés qui les pilotaient. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette hyper professionnalisation du secteur? Il y a deux choses. On a viré un talonneur, moi je pense que ça méritait. C'est qu'à un moment donné, non mais la vérité c'est que on parle beaucoup de valeurs, dans l'entreprise ou dans le rugby. Aujourd'hui, on ne peut pas tolérer la répétition de quelqu'un qui, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a failli éborgner un collègue à lui il y a 2 ans parce qu'il était bourré et il est arrivé bourré à l'entraînement. Enfin, à un moment donné, ça donne des responsabilités. Et encore plus le sport de haut niveau donne aussi des responsabilités.
Et on peut pas, déjà dans l'entreprise, quelqu'un peut pas arriver. Enfin, il faut qu'il ait conscience qu'on est dans une entreprise. C'est plus le rugby d'il y a aujourd'hui. On est dans une entreprise, on est salarié. On a une exemplarité à avoir parce que on est médiatisé vis-à-vis du grand public et des jeunes. Donc, à un moment donné, on peut pas laisser passer ça. Et quand je vois, en plus, ce talonneur qui fête en faisant semblant de boire quand il est à Lyon, enfin, je veux dire, je pense que, en fait, quand on parle de recrutement, on parle aussi d'intelligence d'un groupe et il y a des gens, ils ont beau avoir tout le potentiel qu'on veut. On peut pas garder les gens comme ça. Donc, ça, c'est plutôt un bon choix, j'allais dire. Après, effectivement, il y a ce qui s'est transformé, c'est qu'il y a des acteurs et des chefs d'entreprise qui sont arrivés pour leur ego personnel, je pense. C'est qu'ils sont arrivés, c'est des vraies réussites entrepreneuriales, et ils sont arrivés dans le rugby parce qu'ils avaient besoin d'exister un peu. Et du coup, ils voulaient aller très vite. Donc en fait, il y a deux choses. Ça a marché avec Mourad Boudjelal à Toulon, qui a recruté. Et par rapport à ce qu'on a vu de l'extérieur, et moi j'ai joué 2 ans à Toulon, c'est qu'on avait l'impression que l'extérieur c'était une équipe de mercenaires. C'était pas du tout une équipe de mercenaires. Il a pris plutôt des revanchards. On peut parler de Johnny Wilkinson, pour ceux qui le connaissent. Johnny Wilkinson, c'est un des meilleurs joueurs du monde, sauf qu'il avait jamais rien gagné en club. Tout le temps blessé entre les coupes du monde, c'était un joueur d'équipe nationale. On a pris des Néo-Zélandais, alors il y en a beaucoup qui sont venus pour l'argent. Mais la vérité, c'est que moi, quand j'y suis allé, c'était tous des leaders d'entraînement. C'est que il y avait des All Blacks, des Sud-Africains, des Australiens. La vérité, c'est que c'était tous eux qui arrivaient avant à l'entraînement, qui partaient les derniers. Donc en fait, ils étaient très inspirants pour les Français. Ils étaient très inspirants parce qu'ils voulaient gagner et parce qu'en fait, c'est beaucoup de personnes qui n'avaient pas gagné au niveau de club, qui connaissaient pas ça. Et en fait, ça a été plutôt intelligent. Sauf que ça a ses limites, c'est que c'est éclair en fait. C'est des victoires éclairs et qui durent pas dans le temps. C'est ce qu'on voit avec le Racing. Ils ont été champions il y a quelques années. Aujourd'hui, ils n'ont pas misé sur la formation. Ils n'ont pas misé sur l'identité d'un club parce que ce qui est important dans une entreprise, c'est l'identité qu'on y donne. Aujourd'hui, si on n'a pas d'identité, si on n'a pas d'influence, ils n'ont pas de terrain. Ils vont à droite à gauche. Donc en fait, c'est dur pour le public, de suivre. C'est dur pour les joueurs parce qu'on sait que le levier de on est chez nous, on est devant notre public, on doit les rendre fiers, etc. Ça joue. Enfin, je veux dire, le content. Mais le truc, c'est que oui, en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Et en fait, on recrute des joueurs qui n'ont pas forcément de lien avec le club, qui n'ont pas spécialement envie de performer, qui sont là pour être là. Ils ont envie de faire des bons matchs, mais sans plus. Donc en fait, le recrutement, le manque de formation, le fait de vouloir gagner vite parce que certains chefs d'entreprise, ils ont un certain âge, ça fait qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça marche sur un temps très court, mais ce qu'a créé La Rochelle, qui performe, ce qui est en train de créer Bordeaux, ça fait des années et des années et des années qu'ils le mettent en place, avec des jeunes joueurs, avec un recrutement ciblé, qui n'est pas forcément pour gagner sur l'année en cours, et voilà, et ça se construit avec le temps. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des modèles éclairs qui marchent de moins en moins bien, on voit bien que ça n'arrive pas à prendre, et on a des modèles qui se construisent avec le temps. Il faut accepter que la victoire, la récompense, elle vient pas immédiatement. Donc avec des modèles comme Toulouse, évidemment, depuis des années, Bordeaux, La Rochelle récemment. Mais c'est des vraies questions à se poser. C'est qu'aujourd'hui, ok, soit on veut réussir très vite et on se donne les moyens, et là on recrute différemment avec que du talent, que de la performance. Et généralement, dans le temps, ça ne dure pas. L'occasion de rappeler que le Stade, de ce point de vue-là, reste le club qui a le centre de formation. On peut féliciter Valérie Vichy. Valérie, elle se présentera, mais aujourd'hui, l'importance qu'ont les jeunes dans l'accompagnement, dans la formation, je veux dire, aujourd'hui, ce qui fait que les gens performent, c'est qu'aussi ils sont intelligents, qu'ils sont ouverts. Et ça, c'est tout le travail que fait Valérie avec le centre de formation, avec les jeunes joueurs, d'arriver avec des joueurs qui sont bien câblés en fait. Il y a pas de secret. On peut pas avoir que du talent sportif. Et il y a tout l'accompagnement qu'il y a autour. Moi, j'ai eu la chance de grandir avec Valérie et j'ai eu la chance de faire des études parce qu'elle m'a aidé, qu'elle m'a accompagné. Je pense que j'ai été un meilleur joueur de rugby parce que je me suis sorti d'une pression uniquement sportive parce que je me dis ok, je prépare une après-carrière. Donc si demain ça marche pas, ben j'aurai quelque chose. Et je pense que j'ai joué jusqu'à 37 ans, ce qui est plutôt tard dans le rugby, parce que je me suis dit, bah ok, tu as préparé quelque chose après. Du coup, tu peux aller au bout de ton aventure sportive. Et puis quand ça s'arrête, tu passeras à autre chose. Mais si on est entre les deux à 31, 32, 33 ans, qu'on n'a rien préparé, il commence à y avoir un stress de l'après qui fait que c'est négatif pour le sportif et qu'on n'anticipe pas la suite. Donc effectivement, quand on parle d'équipe à grande échelle,
un club sportif, il marche parce que Valérie est la formation, parce que il y a plein d'acteurs. Alors on parle beaucoup du travail de l'ombre, de valoriser ceux qui travaillent dans l'ombre, mais c'est pas galvaudé. C'est qu'aujourd'hui un sportif de haut niveau, il réussit parce que il a un entourage qui fait qu'il met dans les conditions optimum pour réussir et qui se concentre sur sa tâche. Mais il y a beaucoup de personnes qui lui permettent de réussir. Dans les évolutions, et Yannick Roudot parlera notamment de l'impact de l'IA dans notre monde, et c'est un sujet omniprésent, indépendamment de la conférence qu'il y a eu ces jours-ci à Paris avec Macron et Moody. Dans le rugby, on a vu apparaître depuis quelques années, si ce n'est l'IA, en tout cas l'informatique, les technologies, les joueurs ont des GPS, on parle de data, le président du TFC ne parle que de data. Ça va tuer le rugby, ça, ou au contraire, ça peut améliorer la performance? Non, on parle évidemment, aujourd'hui, on parle de data, on parle de KPIs. Aujourd'hui, c'est des indicateurs qui sont à la fois importants et qui permettent la progression, qui permettent de comprendre ce qui se fait de mieux. Nous, on l'avait à l'époque, alors ça a commencé doucement, mais c'était, ok, quelles sont les statistiques des meilleurs joueurs, des meilleures équipes. Donc c'était leur déplacement, leur vitesse, leur force, etc. Et comment nous, on oriente notre entraînement pour progresser? Est-ce que on est passé du volume à la qualité en gros? C'est qu'à un moment donné, on s'est dit, en fait, on fait beaucoup de choses, mais est-ce que c'est pas trop? Est-ce qu'il faudrait pas en faire moins de manière plus qualitative pour être meilleur? Et en fait, ces indicateurs, il y en a plein. Enfin, je veux dire, il y en a beaucoup. Moi, j'en ai beaucoup dans mon entreprise. Il y en a beaucoup au Stade Toulousain. Après, ça reste une question d'homme. C'est-à-dire, lesquels on prend? Par rapport au profil de mon équipe, par rapport au profil de mes joueurs, lesquelles sont pertinentes, lesquelles on décide d'améliorer, parce qu'on peut pas toutes les améliorer et on peut pas toutes les pousser à 100%. Donc c'est accepter de dire, ok, mon équipe elle est bien parce que sur cette data, je suis à 70 et je suis à 80 sur l'autre et à 90. Et mon équilibre, il est là. Mais on peut pas être à 100% partout. On peut s'en rapprocher, on peut tenter, mais ça n'existe pas, surtout avec une multiplicité de profils. Donc aujourd'hui, je pense que les data et les KPI sont importants. Il y a un exemple qui va peut-être, pour tous ceux qui aiment Toulouse au rugby, qui va vous parler, c'est que si on prend des indicateurs de fatigue, de performance, la finale de La Rochelle avec Romain Tamac, on peut le voir commettre à un moment donné quelques erreurs, il y a de la fatigue, etc. Le coach peut dire, ok, c'est le moment de changer parce qu'on est sur une fin de match, un cycle où il fait beaucoup d'erreurs. Mais la connaissance de ces joueurs et savoir si un joueur il a plus tendance à s'effondrer parce qu'il fait des erreurs ou si c'est plutôt quelqu'un qui va rebondir et qui va dire ok, pour l'équipe je vais prouver et parce que j'ai fait quelques bêtises et je vais performer, il l'a laissé sur le terrain. Alors on va peut-être dire que c'est un miracle, ça arrive une fois sur 100, mais la vérité c'est que il a été entouré par ses coéquipiers, on n'a jamais senti que on lui en voulait. À la sortie, il fait gagner le match. Moi, je l'ai vécu sur une finale de Coupe d'Europe où un joueur, un ami fait une erreur à la dernière minute, on perd le match. Personne lui en l'a voulu, même si c'est dur parce que c'est beaucoup d'efforts pour arriver en finale. Je me souviens, Guy Noves lui a dit, écoute, tu sais quoi, je te remets le match d'après. Ça a été le meilleur le match d'après, il a rebondi et on a gagné un titre de champion de France. Mais en fait, c'est ça, c'est de se dire, d'accepter l'erreur. D'accepter que des fois elle a des conséquences qui sont dures pour le groupe, mais c'est comment on y va tous ensemble. Donc c'est vrai que la data a ses limites, mais en tout cas je pense qu'elle est très bien pour la performance, elle est très bien pour l'entraînement, pour orienter, pour maximiser tout ce qui est entraînement, qualité, dosage individuel. Mais après l'humain quand même reste au cœur des décisions à mon avis et des choix qui font que l'équipe elle performe. On sait que vous avez l'agenda contraint, donc on va terminer. Encore 10 minutes. Une dernière question. Eric Julien, ça a été évoqué, va nous parler de comment essayer de vivre en harmonie, de rechercher l'harmonie. Vous, c'est quoi votre harmonie personnelle? Est-ce que vous la recherchez? Est-ce que vous la constatez spontanément? C'est quoi les secrets qu'on peut partager? Je la cherche, je crois. Je la cherche parce que j'ai changé de vie. Je l'avais pendant 17 ans. C'était facile en fait parce que d'un coup basculer dans un métier passion, c'est assez simple en fait. Et puis on se pose pas de questions, on est tellement entouré que d'un coup on vit une espèce de rêve. Alors même si dans ce rêve il y a beaucoup de contraintes parce qu'il y a beaucoup de pression extérieure, il y a beaucoup de pression quotidienne, hebdomadaire de la performance. Donc ça c'est quelque chose, mais
qu'on réalise qu'après, hein, je pense. Et maintenant, je mesure un peu la difficulté d'un parcours, de la longévité, mais il y a beaucoup d'insouciance pendant la carrière. Et puis, on parle d'utopie. Moi, je suis un éternel optimiste, donc dès que j'avais des petits coups durs, des blessures, ça avait plutôt tendance à être des défis pour l'après. Ok, je me suis blessé, on me dit que t'es trop vieux, que tu vas plus assez vite, bah, je vais montrer que je vais toujours aussi vite. Et que donc en fait, c'était toujours des mini défis par rapport à ma carrière. Et puis quand on sait que c'est court, on court toujours après un nouveau titre, une nouvelle victoire, etc. Quand ça s'arrête aujourd'hui, j'ai accepté, c'est ce que j'avais monté différentes sociétés. Ce que j'ai accepté de faire en partant dans la restauration rapide, c'est repartir de zéro dans un domaine que je connaissais pas. Et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire, c'est d'accepter d'être en difficulté pendant quasiment 3 ans et de dire je repars de zéro. Il y a tout un package que j'ai, je pense, d'expérience, mais maintenant je vais réapprendre un métier pour après associer ce que j'ai appris pendant 17 ans. Et c'est beaucoup de travail, mais je crois que je l'ai vécu par le sport. Je sais qu'il y a une période où on se met un peu entre parenthèses pendant un temps. En tout cas, ouais, on n'est pas la priorité. Et petit à petit, j'apprends à trouver ma place dedans, à trouver des temps pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on est dans une espèce de sprint parce qu'on sent que c'est là qu'il faut faire l'effort. Et après, là, j'en suis au moment où j'apprends à déléguer. C'est comment je m'entoure des gens qui ont la même vision que moi, comment je veux qu'ils aient la même exigence, la même performance. J'ai compris aussi que beaucoup de gens fonctionnaient pas comme moi et que j'accepte et qu'aujourd'hui euh, la famille, le perso est au cœur du métier et s'entremêlent et c'est comment aujourd'hui on mixe les deux sur les emplois du temps, sur l'exigence sans qu'il y ait trop de stress. C'est qu'aujourd'hui je suis avec des jeunes générations qui dramatisent beaucoup de choses. C'est qu'aujourd'hui il n'y a rien de grave. Je veux dire, au quotidien, il y a peu de situations graves. Apprendre à communiquer. Moi, je suis dans cette période de apprendre à communiquer et comment on peut se dire les choses, comment on peut se dire les choses devant tout le monde sans que ça soit pris de manière égocentrée. Et comment on dit, ah, putain, il m'a dit ça devant tout le monde, j'ai été humilié. Non, enfin, en fait, et c'est ce qu'on vivait, nous. En fait, j'ai vécu comme ça, j'ai grandi comme ça. Tous les lundis, on avait une vidéo devant 40 personnes, et à un moment donné, on allait te dire, bah là, t'as été mauvais, là, t'as fait le mauvais choix. Mais c'était pas pour te dire que t'avais fait le mauvais choix, c'était pour que ça serve à tout le monde, et pour que potentiellement, la personne, rien qu'en l'entendant, elle refasse pas la bêtise. Autrement, on n'en finit plus, on va dire 40 fois la même chose à la même personne. Donc, c'est toute cette acceptation de dire, voilà, il n'y a pas d'ego, on est dans le travail. Si je te le dis là, c'est pour faire progresser les autres. C'est comment on débriefe au quotidien pour faire progresser les autres, sans se dire oh, j'ai été nul ou ça c'était nul. En fait c'est pas le propos. C'est qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour que la personne ça lui serve. Donc voilà, moi je suis dans l'harmonie, elle passe déjà pour moi pour que les gens se sentent bien au travail avec moi. Déjà, je me sens apaisé quand je sens qu'il y a un confort de travail et que je sens que c'est équilibré, qu'ils sont plutôt contents de venir. Et puis, petit à petit, voilà, je trouve le temps pour moi de trouver mon espace pour les laisser travailler en autonomie. Donc là, de donner de l'autonomie aux gens, je pense que c'est demain mon harmonie. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Avec Vincent. plaisir.